Dans les précédentes vidéos, nous avons appris à lire le premier état financier de référence, le bilan. Nous avons également interprété ce bilan en utilisant l'exemple de Carrefour. Aujourd'hui, nous allons étudier le second état financier de référence qui est le compte de résultat. Il s'agit de l'état financier le plus connu, car il répond à la question suivante. Combien d'argent l'entreprise a-t-elle gagné? Le compte de résultat contient les informations sur les revenus et les coûts d'une entreprise. Il traduit de la performance financière de l'entreprise et nous permet de déterminer les bénéfices réalisés pour une période donnée. Dans cette vidéo, nous allons étudier les principales notions du compte de résultat. Nous examinerons les éléments qui le composent, tels que le chiffre d'affaires, le coût des recettes, les charges et les taxes. Ensuite, nous passerons en revue les différents types de résultats nets et les bénéfices attribuables aux actionnaires ordinaires. Enfin, nous verrons la différence entre le bénéfice par action non dilué et dilué en abordant les notions des titres convertibles et l'émission de nouvelles actions. Commençons par la première notion, le chiffre d'affaires. Il s'agit de la somme des ventes réalisées par l'entreprise. En second, nous avons le coût des recettes qui représente les dépenses globales induites par l'activité de l'entreprise, telles que les coûts de production. La différence entre le chiffre d'affaires et le coût des recettes est le résultat brut d'exploitation. À présent, pour déterminer le résultat net d'exploitation avant intérêts et impôts, nous devons soustraire les charges d'exploitation au résultat brut d'exploitation. Les charges d'exploitation qui sont les dépenses en recherche et développement, les frais de personnel, les dépréciations qui sont des pertes de valeur d'une machine ou d'un bâtiment de production, les coûts de gestion ou appelés plus communément les dépenses des ventes générales et administratives. Ce sont les dépenses associées aux ventes, les frais publicitaires, aux services comme les assurances ou les frais juridiques, et enfin à la logistique de l'entreprise. Maintenant que nous savons calculer le résultat net d'exploitation avant intérêts et impôts grâce aux charges d'exploitation, nous pouvons soustraire les taxes pour obtenir le résultat net des activités continues. Les taxes se décomposent généralement en deux parties. Premièrement, nous avons les charges d'intérêt, donc elles représentent les intérêts payés sur les dettes contractées par l'entreprise, tels que les prêts sur les emprunts bancaires. En second, nous avons l'impôt sur le revenu. Le résultat net des activités continues correspond aux bénéfices provenant des activités principales de l'entreprise. Et vous avez remarqué que j'ai nommé le résultat net des activités continues et non simplement le résultat net. La différence est que le résultat net des activités continues ne prend pas en compte les éléments exceptionnels comme une perte causée par un événement imprévu, tel que un incendie qui détruit une usine de production ou la vente inattendue d'un actif immobilisé comme par exemple la vente d'un local pour l'agrandissement des stocks à un prix plus élevé que le prix d'achat initial. Ces pertes ou ces gains sont qualifiés comme des éléments exceptionnels car ils sont hors du cours normal des activités de l'entreprise. Ils ne sont pas pris en compte dans le calcul du résultat net des activités continues. Le résultat net, quant à lui, est le bénéfice net total de l'entreprise et tient compte des éléments exceptionnels. Une fois le résultat net obtenu, nous pouvons déterminer le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires. Les actionnaires ordinaires sont les détenteurs d'actions dites ordinaires qui sont les actions classiques que vous connaissez tous plus ou moins. C'est le titre de propriété d'une partie de l'entreprise. Le résultat net et le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires peuvent être différents si l'entreprise a émis des actions privilégiées. Les actions privilégiées sont des actions spécifiques qui permettent aux détenteurs de posséder des droits de vote multiples à l'Assemblée générale, une priorité en cas de dilution de l'entreprise ou des priorités sur la distribution des dividendes. Les actions privilégiées sont une catégorie de titres convertibles, soit elles peuvent être converties en actions ordinaires. J'aborderai la notion de titre convertible plus en détail dans la suite de la vidéo. Comme nous l'avons vu, les actions privilégiées sont des actions qui octroient plus de droits aux détenteurs. Mais nous pouvons nous poser la question suivante. Pourquoi les entreprises émettraient-elles des actions privilégiées? C'est tout simplement pour protéger les investisseurs lors d'une levée de fonds et leur garantir une sécurité pour leurs investissements. Certaines entreprises donnent également la possibilité d'acheter des actions privilégiées dans certains cas, notamment pour encourager les potentiels actionnaires et fidéliser les actionnaires actuels souhaitant augmenter leur participation.
Maintenant que nous avons compris pourquoi le résultat net peut être différent du bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires, nous pouvons déterminer le bénéfice par action qui est un des éléments les plus surveillés par l'ensemble des investisseurs. Le bénéfice par action est utilisé pour mesurer la rentabilité de l'entreprise et la performance de l'activité. Il existe deux types de bénéfices par action différents. Le bénéfice par action non dilué et le bénéfice par action dilué. Le bénéfice par action non dilué est égal au bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires divisé par le nombre d'actions ordinaires émises par l'entreprise. Comme mentionné précédemment, les actions ordinaires sont des titres classiques qui représentent simplement une part de propriété de l'entreprise sans accorder d'avantages supplémentaires à leurs détenteurs. Le bénéfice par action dilué, lui, prend en compte les actions ordinaires ainsi que les titres convertibles, tels que les actions privilégiées, les obligations convertibles en actions et les options d'achat d'actions. Les actions privilégiées accordent des avantages spécifiques à leurs détenteurs. Les obligations convertibles en actions sont des dettes long terme de l'entreprise qui peuvent être échangées contre des actions ordinaires à un taux préfixé. Enfin, les options d'achat d'actions sont des contrats permettant à leurs détenteurs d'acheter des actions de l'entreprise à un prix convenu à l'avance. Ces options sont souvent utilisées pour inciter les employés à investir dans l'entreprise ou pour lever des capitaux à court terme. Je suis conscient que ces notions peuvent être complexes, surtout si vous débutez dans la compréhension des états financiers. J'évoque uniquement ces notions à titre d'information, mais elles ne sont pas essentielles pour comprendre le compte de résultat. Dans le cas où vous constatez une différence importante entre le bénéfice par action non dilué et dilué, vous pourrez vous référer à ces notions pour en déterminer les causes éventuelles. Cependant, gardez à l'esprit que la dilution des actions ordinaires peuvent résulter d'une éventuelle conversion des titres convertibles, mais également d'un second point, qui est l'émission de nouvelles actions pour une potentielle augmentation de capital. Dans les deux cas, cela a un impact négatif pour les actionnaires actuels de l'entreprise. Lors de la conversion ou de l'émission d'actions ordinaires, la participation des actionnaires actuels est réduite. Pour comprendre un peu mieux ce phénomène, admettons que l'entreprise Clémentine émet 100 actions au départ et que vous possédez 10 actions. Vous êtes alors actionnaire de l'entreprise Clémentine à hauteur de 10%. À présent, si l'entreprise, pour des raisons quelconques, décide d'émettre 100 nouvelles actions, la somme totale des actions en circulation sera de 200 et votre participation initiale de 10% sera réduite à 5% à cause de cette dilution. C'est pourquoi, en tant qu'investisseur, l'émission de nouvelles actions doit être évitée autant que possible. De plus, elle peut être interprétée comme un signe de difficulté financière pour l'entreprise. En résumé, le bénéfice par action dilué prend en compte les actions ordinaires ainsi que l'ensemble des titres convertibles en actions ordinaires. Et il est plus conservateur que le bénéfice par action non dilué car il prend en compte l'ensemble des titres émis par l'entreprise. Dans le cas où nous avons un bénéfice par action non dilué qui est égal au bénéfice par action dilué, cela signifie que l'entreprise n'a pas émis de titres convertibles ou de nouvelles actions. En conclusion, le compte de résultat indique les revenus et les charges générées par l'activité de l'entreprise sur une période donnée. Il permet de calculer le résultat net qui représente les bénéfices ou les pertes de l'entreprise après prise en compte de toutes les dépenses et des taxes. Le résultat net est utilisé pour calculer le bénéfice par action non dilué, qui prend en compte les actions ordinaires, contrairement au bénéfice par action dilué qui inclut tous les titres convertibles. Le compte de résultat est un indicateur clé de la performance et de la rentabilité de l'activité. Il est essentiel pour comparer l'entreprise avec les autres entreprises du même secteur. Merci à tous, j'espère que vous avez apprécié ce contenu sur le compte de résultat. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez. Faites un tour dans la description, vous y retrouverez l'ensemble de mes réseaux sociaux et d'autres informations sur l'investissement en bourse. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.